Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marine, really excited pour cet épisode. Marine a 20 ans d'expérience dans le product design, elle est passée par des startups, par des DSI, des e-commerce et maintenant plus récemment une grande banque française, la Société Générale. Donc j'ai vraiment hâte d'interviewer, on va surtout se focus sur ses expériences aussi avec les people, parler un tout petit peu d'IA et surtout sur son expérience du théâtre qui est super intéressant pour vous tous. Bonjour Marine. Bonjour Alexandre. Comment ça va? Super, et toi? Ouais, super. Bon, j'ai essayé de te présenter en quelques mots. Est-ce que toi-même, tu peux peut-être faire un meilleur exercice que moi pour te présenter? Ouais, je vais essayer. Moi, ça fait 20 ans que je suis product designer. J'ai commencé en 2005 chez un courtier, Empruntis, au moment où c'était une fin start-up, début PME. Je faisais de l'UX à ce moment-là, mais en fait, je ne le savais pas. Je le faisais presque par ennui et pas obligatoirement par vocation. Après Empruntis, je suis passée chez Twenga, qui était une start-up d'e-commerce à l'époque, hyper tech. Depuis, ils ont changé leur business model, mais ils restent extrêmement tech. Et après 8 ans chez Twenga, où j'étais Head of Design, je suis revenue, j'ai décidé d'aller plutôt vers un grand compte. J'ai rencontré Morgan Peng à la Société Générale, banque de financement, et j'ai été convaincue par l'approche du design dans cette équipe. Donc j'y suis depuis 10 ans. Et j'y reste. Ah super, oui, 10 ans, c'est vraie expérience donc. Ouais. Et comment tu... Alors je suppose que si on repartait un peu de toutes tes expériences, il y a 20 ans, c'était pas forcément sur Figma, l'UX. À quoi ça ressemblait Alors, il y a 20 ans, une chose, c'est que moi, je suis passée par à peu près toutes les nominations de postes qu'on peut. Je suis commencée par graphiste, infographiste, j'étais webmaster, web designer fonctionnel, UX designer, product designer. Et je découvre encore de nouvelles nominations à peu près tous les jours. Il y a 20 ans, comment c'était? Alors déjà, on ne parlait pas du X, parce qu'on ne savait pas. Les utilisateurs, on les a découverts, c'est un peu au moment de l'avènement des smartphones qu'on a commencé à vraiment parler du X. Et grosso modo, moi, la manière dont j'ai découvert l'UX, c'est que j'ai une formation de communication visuelle. J'ai fait une licence de dev et une maîtrise de communication politique internationale. Et j'ai découvert l'UX, comme je te le disais, un peu par ennui, parce que chez Empruntis, j'étais là pour faire un peu de la cinématique sur le site web. Et il s'avère qu'on avait la chance d'avoir un support téléphonique. Moi, j'étais sans enfant, célibataire, donc j'ai commencé à aller interroger le service de support, qui me remontait des frustrations des clients. Et du coup, sur mon temps mort, parfois, je faisais des maquettes et j'ai fini par proposer un redesign complet du site web. Puis j'ai la chance d'être écoutée et qu'on le fasse. Ce qui m'a ensuite emmené vers d'autres choses, comme le cycle de vie du client, ce qui est hyper intéressant en crédit et assurance. Parce que comment tu transfères un client en assurance vers un client de crédit, ou comment tu suis un client sur du crédit conso, crédit IMO, etc., etc. C'était hyper intéressant. Et on a fini par être dans les premiers clients d'A/B Testi vers 2008 pour faire des tests, des A/B tests. Donc c'était assez nouveau à cette époque-là. Sur du formulaire du formulaire de crédit ou d'assurance. Bref, une fois que j'ai terminé ça, je suis passée à l'e-commerce où j'ai découvert que ce que je faisais, c'était de l'UX design. Trop bien. Donc en fait, ta première expérience en UX design, c'était d'essayer de résoudre des pain points utilisateurs finalement? Bah oui, mais on faisait des trucs, je faisais des impressions couleurs de mes maquettes et j'allais interroger des gens dans la rue. Mais ça marchait bien. Maintenant, est-ce que je rigole en y repensant, mais je dis j'avais la foi quand même, j'avais envie. et donc aujourd'hui, comment tout ça a changé finalement si tu devais comparer ton job de l'époque à ton job de maintenant? Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé. On va commencer par parler du négatif, on va aller vers le positif. Il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est qu'il faut continuer à prouver que le design, ça marche, que ça aide, que c'est pas un surcoût, que ça fait pas perdre du temps. Alors après, moi, c'est un peu dans mon ADN parce que ce soit chez Empruntis ou chez Twenka, j'étais dans des DSI, donc mon quotidien, c'était de prouver à des développeurs que ça valait la peine que je les aide. Mais voilà, cette partie d'éducation, de collaboration, de mise à disposition, ça reste quand même le nerf de la guerre si on veut vraiment bien faire notre travail.
Après, ce qui a changé, c'est les moyens. C'est que maintenant, on nous dit... Enfin, j'entends beaucoup moins, j'ai besoin d'un effet waouh, ou vas-y, tu peux faire ça beau. On s'en souvient de ça. Voilà, on commence à venir me voir parce que ma plus belle réussite, c'était à la Société Générale, c'est quand des développeurs sont venus me voir en me disant faut que tu nous aides à designer le process back-end, front-end pour qu'on design tous les messages d'erreur. Alors là, je me suis dit que là, j'avais bien réussi. Oui, parce que finalement, c'est réfléchir à l'utilisateur dans sa globalité. C'est aussi penser aux stakeholders internes parfois versus ceux externes. Pas que. En fait, c'est vraiment penser l'expérience de bout en bout du back-end jusqu'à l'utilisateur. Parce que si on ne prend pas en compte la stack technique, c'est l'utilisateur qui en fera les frais. Est-ce que tu penses que tous les designers, par défaut, prennent en considération la stack technique ou c'est quelque chose que... Non, je pense pas. Non, je pense pas, mais c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Ouais. Ça vient avec l'expérience. Qu'on n'y pense pas au début, ça me semble à peu près normal. C'est avec l'expérience, après s'être cassé le nez 2 ou 3 fois, qu'on apprend à prendre en compte ça. Moi, combien de fois j'ai dû retoucher mes maquettes parce que j'étais venue avec l'idée du dirigeant, et puis après, je me suis pris le mur des développeurs qui m'ont fait « non ». On n'a pas les API, on n'a pas la stack technique, exactement. C'est ça. C'est ça qui a motivé le fait que tu aies fait une formation dev ou... Pas du tout. Non. En fait, si je dois dire pourquoi je suis devenue UX designer, alors ça va être un peu... c'est parce que j'étais pas une bonne graphiste. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'écoles sur le graphisme. Et si on n'était pas dans les meilleurs, on n'était pas pris dans les agences. Moi, je faisais pas partie des meilleurs. J'étais bonne en cours, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas la plus créative. Et ça, c'était en 2000-2001. Et mes profs ont été bien avisés, ils m'ont dit, écoute, on sait que tu as envie d'être performante. Va vers ce nouveau truc, là, Internet, ça a l'air de... a priori, ça devrait te convenir. Et du coup... À l'époque, là aussi, il y avait très peu de formation. J'allais pas me lancer dans une licence de développeur. Ceux qui me connaissent maintenant et qui travaillent avec moi se diraient oui, non, Marine, du JavaScript ou du C++, pas trop. Mais du coup, j'ai fait une licence, et ça s'appelait une licence CIM à l'époque, communication informatique et multimédia. J'ai quand même appris à coder un petit peu. Nice. Et qu'est-ce que tu recommandes maintenant aux jeunes designers qui commencent ou aux jeunes personnes qui voudraient devenir designer, le type de formation qu'ils devraient suivre pour être bon à leur job? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais passe. En fait, il y a juste un intérêt, il y a une curiosité, il y a une écoute du marché, des tendances. Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui s'ennuient vite et qui vont aller chercher à ne plus s'ennuyer, qui vont aller chercher des choses. Dans notre équipe à la Société Générale, on a un ancien architecte, on a un ancien cuisinier, on a des gens on a une ancienne psy, on a des gens qui ont vraiment des backgrounds différents. Et il y a les formations du X-Design, certes, mais il y a aussi juste l'expérience, il y a l'intérêt, il y a le caractère, il y a plein de choses en fait. C'est des soft skills, non? On avait fait un épisode la dernière fois avec Alexander qui était avant PM chez YouTube et il nous parlait souvent de cette envie de finalement découvrir de nouvelles choses. C'est ce qui rendait un PM ou parfois même des designers successful parce que le design que tu fais aujourd'hui, c'était pas le même d'il y a 6 mois et aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies qui sortent, on se dit que peut-être dans 2 ans ça n'aura rien à voir encore. Donc cette capacité à constamment être remis en question, t'es d'accord avec ça? Ouais, complètement, parce que alors t'as des gens qui font plein d'années d'études. Mais quand ils arrivent sur le marché du travail, ils savent pas qu'ils ne savent pas. Donc ils arrivent plein de convictions, en se disant c'est bon, j'ai fait des études, je sais. Sauf qu'en réalité, moi je me découvre tous les jours sur les produits de la Société Générale. En fait, je ne sais rien. Et c'est justement quand je pars en me disant c'est bon, allez, on y va, j'ai tout compris, je comprends tout et j'y vais, que justement je suis partie pour me planter. Donc là encore, si on revient sur ta question du qu'est-ce que je conseille à quelqu'un de jamais se baser sur ses acquis, de toujours aller chercher, de toujours se remettre en question, pas pour autant marteler sa confiance en soi, mais vraiment remettre en question c'est ce qu'il pense profondément ou ce qu'ils pensent savoir, et toujours se baser sur du besoin utilisateur ou du feedback utilisateur, parce que l'un dans l'autre, c'est eux qui savent.
Bien sûr. Tu as parlé un tout petit peu d'A/B testing, donc dans ces besoins utilisateurs, c'est quelque chose que tu collectes d'un point de vue. Alors, tu as dit un tout petit peu de qualitatif tout à l'heure, ou parfois au téléphone, les feedbacks Ouais. utilisateurs, dans la rue. Tu as fait un peu de quanti aussi. Tu utilises du quanti dans ton day-to-day Alors, pour tout ça? on le fait un peu à la Société Générale, mais c'est pas obligatoirement toujours très évident parce que il faut avoir des personnes qui fassent des plans de tagage. J'en ai fait énormément chez Twenga. J'avais vraiment une équipe de business analyst de data analyst Ouais. qui analysait la data. Enfin, c'était mon quotidien pendant 8 ans. C'était tous les matins on regardait la data et on agissait. Pendant 8 ans, j'ai quasiment travaillé que sur une seule et même page. Donc, chez Empruntis, c'était du quali aussi, c'était version A, version B, laquelle fonctionne le plus. On prend la version B, on refait de l'A/B testing et on construit. Chez Twenga, à un moment, on a été un peu trop loin quand même, parce que j'ai fait des A, B, C, D, E, F, G testing. Ouais. Donc là, ça devient complètement contre-productif. Mais ça, quand tu le fais, tu le sais pas. C'est quand tu l'as fait plusieurs fois, tu te rends compte que ça marche pas. Sur des interfaces en banque de financement, c'est plus compliqué pour plusieurs raisons. Quand tu fais de l'interface pour de l'interne, t'as pas obligatoirement les moyens en fait de développer un algo d'A/B testing. Tu peux pas obligatoirement te plugger sur des outils d'A/B testing qui existent déjà sur le marché parce que on est sur des réseaux sécurisés. Il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Et quand on est sur des clients externes, là encore, on manipule des données confidentielles. Donc, nos clients ne seront pas obligatoirement d'accord sur le fait d'être soumis à de l'A/B testing. Bien sûr. Et donc, si on en revient maintenant à la Société Générale, alors bien sûr, tu es dans la partie financement, je sais bien compris, placement, financement. Ouais. Donc, c'est un des plus grands groupes français, une des plus grandes banques d'investissement européennes. À quoi ça ressemble finalement le design dans une boîte comme ça? Parce que c'est une boîte qui a existé, j'ai envie de dire, bien avant Internet, qui continue de bien performer. C'est quoi? C'est un gros projet de transformation digitale où tu accompagnes les équipes à même justifier la valeur du design? C'est peut-être quelque chose que tu as déjà maintenant dépassé et tu es plus dans l'amélioration des choses. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors, à la Société Générale, moi je suis arrivée, Morgane avait déjà beaucoup fait le travail. Morgane qui est Peng, la managing director UK, si je me... Monde, d'accord. Monde. Mais basée au UK? Elle est basée au UK. D'accord. En fait, alors la manière dont notre équipe est montée, c'est on est 18 designers. Ouais. Une moitié à Londres, une moitié en France. Morgane est à Londres et on est quelques seniors en France à l'aider à gérer l'équipe. Super. Donc déjà, ça c'est une base. Ouais. Ensuite, quand je suis arrivée, Morgane avait déjà commencé à beaucoup faire son travail, mais elle vient du business, donc elle connaît vachement les tenants et aboutissants, les ficelles du métier. Elle fait d'ailleurs des conférences sur le sujet, donc c'est devenu... C'est un art de vivre pour elle. Moi, j'avais déjà aussi pas mal de background où je vendais le design au quotidien. Donc ça, je l'ai beaucoup gardé quand même. Je suis un peu madame politique et dans l'équipe. Mais la vision du design à la Société Générale, c'est tous les designers peuvent et doivent être capables de travailler sur n'importe quel sujet. Donc on n'est pas spécialisé sur un sujet particulier. Après, quand on a un projet, on le suit, mais on travaille sur plusieurs projets à la fois. Et on gère nos projets seuls, de bout en bout, de la recherche utilisateur jusqu'au test utilisateur, la prod et le suivi avec les développeurs. Donc pareil, les métriques, etc., c'est nous qui les suivons avec nos PO. Et on a plusieurs profils dans l'équipe. C'est comme ça qu'on recrute, c'est qu'on cherche toujours les profils qui vont venir compléter l'équipe. On n'essaye pas de faire des duos, des doublons. Ouais. Bon, après, plus on est nombreux, plus c'est difficile d'éviter les doublons. Et la manière dont on travaille, je trouve ça plutôt intelligent parce qu'on l'a pas changé depuis 10 ans que je suis là. On accompagne les projets qu'à partir du moment où on a un certain nombre de documents de cadrage. Donc on demande des lignes canvas, on demande des data wishlist, on vérifie que le back-end existe, que les API sont faites, qu'il y a une connaissance de la donnée qui doit apparaître sur les écrans, qu'il y a une valeur utilisateur, qu'il y a un budget.
Impressionnant. Comment vous avez fait pour atteindre ce niveau de maturité? Parce que je pense que beaucoup de boîtes rêvent de pouvoir justement même mettre des stops à certains projets. Même j'ai l'impression que dans votre approche, elle est assez anglo-saxonne, je la trouve, où il y a un designer qui est capable de gérer aussi bien la recherche que la prod. Qu'est-ce qui a l'idée ça? C'est peut-être parce que vous avez un leader au UK ou rien à voir, c'était juste dans la transfo? Alors, te dire ce qui a l'idée ça, j'en sais rien. En fait, on fait vachement travailler l'intelligence collective. Chaque année, on a 3 ou 4 jours qui sont dédiés à notre équipe, où chaque designer peut proposer un sujet pour former l'équipe, ou des brainstorming, ou des sujets de réflexion. Et pendant 4 jours, 3 jours, on est enfermés les uns avec les autres. Et on essaye de s'améliorer, on parle de nos pain points, on essaye de trouver des solutions, on les teste, on apprend. Moi, quand je suis arrivée, on avait déjà tous ces documents de cadrage-là, qu'on a amélioré au fur et à mesure, on a complété. Maintenant, on a vraiment un pléthore de documentation pour la recherche utilisateur, pour le test utilisateur, pour commencer un projet, etc. etc. Et en fait, on s'améliore de jour en jour. Alors, il y a plusieurs composantes sur le fait de réussir à positionner le design au centre des décisions. Il y a donner des règles aussi pour ne pas ouvrir à tous les vents, ne pas faire travailler un designer sur n'importe quel projet. Parce qu'en fait, on est trop peu nombreux et on n'a pas le temps de travailler sur un projet qui peut-être sortira. Et il y a aussi une histoire de position. Et c'est justement dans le cadre de cette histoire de position et de positionnement de l'UX designer que, pour les besoins de nos formations internes, j'ai créé un atelier de théâtre d'impro pour aider les designers à se préparer aux situations qui peuvent être compliquées et pour ne pas se laisser dépasser dans leur quotidien. Alors, avant de rentrer dans le détail de ça, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de créer ce programme? En fait, moi, quand je suis arrivée à la Société Générale, j'avais 10 ans d'expérience. Je m'étais déjà pris des murs et puis j'avais aussi appris à parler aux gens. Parce que, très clairement, le storytelling, la capacité à prendre la parole, à fixer des limites et à s'affirmer, et l'intelligence émotionnelle, c'est pas des choses qui sont apprises à l'école. Donc, quand on sort avec son diplôme, on est plein de connaissances, comme je le disais, mais il nous manque quand même pas mal de choses, les soft skills, qu'on nous a jamais appris à travailler. Bon, moi, j'avais un certain nombre de soft skills, mais il m'en manquait aussi quand même certaines. En start-up, t'es généralement sur des populations assez jeunes. Pire, les plus vieux ont 40 ans. Moi, je ferais figure de grabataire maintenant. Non, je plaisante, parce que maintenant, on a aussi des gens qui ont commencé dans les start-up et qui sont toujours, il y en a. Mais néanmoins, la manière de se parler est plus directe, moins policée, on laisse plus de place aux émotions. Dans un grand groupe, il n'y a pas ça. Et sûrement pas quand tu as envie de placer ton sujet de manière sérieuse au centre des discussions. Et donc, du coup, je me suis dit, mais comment, en sortant de l'école, si je m'étais retrouvée dans un grand groupe, avec... alors, c'est pas ce poids de devoir porter le design, c'est cette notion de devoir porter le design et de vouloir bien le faire, hein, parce que je suis seule sur mon projet, comment je m'y serais prise. Il s'avère que, par ailleurs, je fais du théâtre d'impro, donc ça m'a aidée dans la réflexion. La genèse de ça, c'est Morgan Payne qui est venu me voir en me disant, bon, on a une problématique, c'est que là, comment on peut préparer nos UX designers? Et tout de suite, je lui ai fait, attends, faisons de l'impro. J'ai un peu tordu le cou au système de l'impro, parce que normalement, en impro, tout le monde improvise, sauf que dans ces ateliers, il n'y a qu'une seule personne qui improvise, c'est l'UX designer. On l'a fait une première fois, et puis on l'a fait une deuxième fois, puis là, en fait, dans un mois, on le fait pour la 10e fois. C'est trop cool. Tu peux nous dire comment ça se passe? Ils doivent présenter quelque chose ou c'est littéralement un exercice de théâtre? C'est vraiment un exercice de théâtre. Alors, c'est assez drôle parce que maintenant, c'est les designers de l'équipe qui, de temps en temps, m'écrivent un message sur Teams en disant « Marine, j'ai un super sujet d'impro ». Et en fait, ça sert de manière... Ça permet de décompresser. Ouais. La première fois, c'est que j'ai pris que des sujets, des problématiques que moi, j'avais rencontrées. En fait, la manière dont je monte mes ateliers, c'est il y a une situation qui est connue
par tout le monde. De L'audience. travail ou n'importe laquelle C'est en général des situations de travail. Ouais. Alors, je vais te donner un exemple. Tu arrives sur un meeting, tu es UX designer, tu arrives sur un meeting, tu as fait tout ton process de design, et là, il y a le dev qui va te faire la démo de ce qu'il a intégré. C'est le premier meeting avec le dev. Ça, c'est ce que connaît l'UX designer qui va jouer son propre rôle. À côté de ça, il y a 2 personnages qui, eux, ont un brief. Il y a le développeur, qui est, par exemple, un jeune développeur hyper fier de lui, qui n'était pas tout à fait d'accord avec tout, donc a un peu changé le design. Il a proposé quelques améliorations. Il a changé la couleur de quelques boutons, etc. Mais il est sûr que le UX designer va kiffer. Et il y a un product owner qui a une pression de dingue, qui a une deadline, qui doit sortir le truc, parce que c'est une promesse qu'on a fait aux actionnaires, et les actionnaires, il y a une levée de fonds à l'issue. Enfin, je te raconte n'importe quoi. Hein. Là, je suis en impro total sur le sujet. Donc les 2 acteurs rentrent dans l'impro, l'UX designer rentre dans l'impro, et là ça part. Et il y a 4 minutes pour jouer le rôle. Donc l'UX designer a 4 minutes pour prendre les infos et s'adapter à la situation, comprendre quelles sont les problématiques des uns et des autres. Les acteurs ont aussi quand même pour mission de sortir un certain nombre d'indices pour faire comprendre à l'UX designer ce qui va les motiver à l'écouter. Et l'UX designer doit trouver une solution à la problématique. Là, je parle d'un cas de la vie de tous les jours. C'est vraiment trop cool. Moi, j'essaie souvent de faire à mes équipes. Généralement, parfois, on a du mal à présenter des résultats d'A/B tests qui sont négatifs. On essaie de s'entraîner de notre côté à les présenter à l'avance à l'équipe et se challenger. Ouais. Mais inventer des rôles comme ça, je vois plein de bénéfices. Je pense que même pour la culture de l'équipe, comme tu l'as dit, les gens te remontent des sujets. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui leur plaît. Ils sont encore mieux à partager peut-être des situations compliquées. C'est hyper puissant, et je me dis que ça peut servir à plein d'expertises, pas forcément que le design. Je pense que chacun peut reproduire la même chose. Peut-être parfois le business a sa propre perspective de comment c'est passé, le product, le développeur. C'est vraiment cool. Et c'est quelque chose que tu comptes proposer à, je sais pas, d'autres sociétés un jour, ou c'est un truc que tu gardes pour toi pour l'instant? Non, je le garde pas pour moi. D'ailleurs, on le joue le 17 novembre au laptop. On joue cet atelier maintenant un peu à l'externe. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le laptop, pardon? Le laptop, c'est un espace de coworking et de formation. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a fait jouer pas qu'à des designers, on l'a fait jouer en interne. On a fait jouer à notre big boss, quelqu'un qui était contre sa propre stratégie. C'est ce que j'allais demander, si vous avez fait ça avec le management. Si, on l'a fait avec le management. Ça s'est super bien passé. Et ça a permis aussi, par exemple, au PO de notre département de travailler le positionnement, En fait, là, on a fait travailler les arguments à la stratégie pour faire adhérer le reste du groupe à la stratégie digitale. On l'a joué à des conférences, mais auprès de développeurs à Paris Web, par exemple. Mais bon, le cœur du truc, c'est quand même les designers, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Bien sûr. Et donc, le 17 novembre, tu as dit, c'est ouvert à tout le monde? Comment ça se passe? Le laptop va communiquer dessus d'ici peu de temps. Et, on a un nombre de places limité, parce que il faut que tout le monde puisse jouer. Bien sûr. Mais c'est ouvert à tout le monde, développeurs, designers, PO. Peut-être dans quelques années, on va voir dans tout le CAC 40 des designers qui font aussi du théâtre avec tout ça. C'est trop cool. Alors, un truc qui m'intéresse vachement, c'est parce que tu travailles sur des produits qui sont quand même assez compliqués. C'est pas quelque chose que forcément tu avais la connaissance auparavant. Je pense que même beaucoup de gens dans ton équipe, c'était la première fois qu'ils travaillaient dans ce contexte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi tu approches ces sujets qui sont compliqués, comme je vois que tu as mentionné le cash management, le risk and finance, etc. Comment en toi que designer, vu que tu dois finalement avoir une forme d'empathie envers tes utilisateurs, comment tu d'abord comprends ou approches la compréhension de ce produit avant de le travailler? Alors, il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit quand je suis arrivée en banque, où j'étais presque en train de m'excuser de ne pas avoir de formation financière et de ne pas obligatoirement tout comprendre. On m'a dit, mais garde ta naïveté. Ce que je fais, avec grand plaisir, je garde ma naïveté par rapport au verbatim des produits financiers, etc. Nous, notre rôle, c'est de décomplexifier ce qui a été complexifié. Et souvent par aussi des systèmes de back-end, des problématiques techniques. Donc, la base de notre métier, c'est de comprendre les process, de comprendre où on peut éviter du process
qui pourrait être inutile, mais ou garder du process qui est hyper utile et qu'il faut absolument garder pour plein de problématiques de régulation, de reporting, de risque, parce que le risque est quand même une donnée hyper importante dans notre travail. Et notre manière d'envisager les choses, c'est d'essayer de comprendre le métier de chacun de nos utilisateurs, internes ou externes, de comprendre les problématiques, de bien réussir à dessiner les personas, leurs frustrations et comment on peut les aider. Ensuite, il y a aussi toute une partie compréhension du jargon. Parce que, en plus, le jargon en anglais, quand c'est pas ta langue maternelle, faut s'accrocher. Ou parfois, typiquement, l'équipe anglaise peut avoir la problématique de parler avec des Français qui ont du mal à verbaliser en anglais leurs problématiques ou leur jargon. Ensuite, il y a un autre travail, c'est de faire comprendre que c'est pas parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait qu'on peut ou doit continuer comme ça. Bien sûr. Donc, il y a tout un accompagnement à la simplification sans la forcer. Il faut être très patient. Moi, ça tombe bien, je suis très patiente. Mais je dois avouer que l'IA nous aide beaucoup, en fait. Depuis qu'on a un chat GPT interne, nous, on peut juste poser des questions à chat GPT qui va venir nous expliquer. Si je lui dis, explique-moi comme si j'étais un enfant de 3 ans, ce que c'est qu'un fonds d'investissement, tout de suite, ça me facilite beaucoup la vie. Bien sûr. Donc ça aide pas mal parce que ça enlève un niveau de difficulté qu'on avait quand même à gérer jusqu'à l'arrivée de l'IA. Ok, très intéressant. Et donc, là, une partie de tes stakeholders, c'est tes stakeholders internes, c'est ça? Tu optimises aussi de temps en temps des plateformes, alors j'ai envie de dire de trading ou autre? Certains le font. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire pour l'instant. Je gère un peu de gestion de changement de devise sur un de mes projets, mais bon, pas. Mais il y a, oui, on fait de l'interface pour des traders, on fait des interfaces pour des analystes, on fait des interfaces pour des comptables. On fait vraiment de tout, en fait. On peut passer d'un sujet à un autre, d'une business unit à une autre. On peut faire des grands écarts. Alors ma question c'était finalement, tout à l'heure tu parlais de retour sur investissement, justifier la valeur aussi du design. Quand tu es sur un e-commerce classique, c'est peut-être plus facile parce que tu peux faire des A/B tests et dire voilà, on a amélioré la conversion de temps. Est-ce que c'est un système, alors tu disais c'est pas forcément facile de faire non plus des A/B tests de votre côté. Comment vous justifiez la valeur? Est-ce que vous arrivez seulement à dire on a réussi à enlever tel et tel pain points, donc finalement on a été utile? Est-ce que finalement vous n'êtes même plus à ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de justifier le design parce que maintenant on a compris que c'est utile? Comment tu vois où je veux en venir? On a toujours et on aura toujours besoin de justifier sa valeur. Enfin, tout le monde doit justifier sa valeur, que ce soit dans un grand groupe, un petit groupe. Puis ça fait partie aussi du travail de savoir mettre en avant ce qu'on fait. On peut avoir des données type... avant, les utilisateurs, ils passaient une demi-journée pour faire ça. Maintenant, ça leur prend plus qu'1 heure. Donc, ils peuvent avoir un travail à meilleure valeur ajoutée. On leur a fait gagner du temps sur de la bureaucratie, de la paperasse ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des feedbacks utilisateurs qui sont contents et heureux. Après, on est aussi tout le temps dans de la continuous discovery, c'est-à-dire que on a des feedbacks utilisateurs. Enfin, c'est vraiment du fail and learn. On pousse quelque chose. Alors, nous, notre mandat, c'est de faire des lots, de lotifier un besoin. On s'avance jamais sur un projet. On va dire, super, on investit 8 mois de design, puis ensuite, on aura pour 1 an de développement, puis après, on verra. Non, c'est du 3 mois. On fait petit, puis on ajoute des briques au fur et à mesure dessus. Ce qui nous permet de prendre des feedbacks au fur et à mesure et d'améliorer. Comment on vend notre valeur? En fait, c'est sur des feedbacks de développeurs, par exemple, qui vont dire, mais attends, on a gagné tellement de temps grâce au travail qui a été fait par des designers. Notre valeur, ça vient aussi de notre travail. On a un design system, c'est nous qui lidons notre design system au sein de la Société Générale, avec des développeurs. Donc du coup, on peut aussi engager que le fait de travailler avec nous, on va utiliser toutes les bonnes pratiques et tous les bons patterns sur lesquels qu'on a déjà précodés ou des choses comme ça,
pour pouvoir permettre de faire gagner du temps et de l'argent. Et de toute façon, c'est notre approche. Typiquement, ça fait aussi partie de mon background, vu que j'ai été formée en DSI. Autant te dire que j'ai été challengée un certain nombre de fois par des développeurs sur le coût qu'engendraient mes designs. Et du coup, quand je travaille maintenant pour la Société Générale, je peux avoir des PO extrêmement créatifs qui vont me demander des choses où je suis capable de lui dire « Oui, alors là, en fait, ton budget, on va l'attaquer. Donc, est-ce que tu as, toi, été chercher des données qui justifient le fait qu'on investisse autant sur cette feature-là ? Est-ce que tu es sûr de toi ? On va aller faire des tests pour aller aussi confirmer qu'il y a besoin d'une feature ou pas. Et quand on n'est pas sûr, en fait, on va faire une feature simple qu'on améliore au fur et à mesure. Mais on investit, on fait attention de ne pas dépenser sans condition. J'ai l'impression dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que la seniorité du design, enfin la seniorité d'un designer, on ne vient pas forcément non plus dans sa capacité à designer, mais ça vient beaucoup des soft skills, savoir gérer ses stakeholders, savoir aussi, comme tu viens de le dire, même gérer un budget, improviser, pitcher, convaincre. Est-ce que j'ai raison dessus ou est-ce que c'est finalement juste une petite partie de la seniorité ? Non, ça c'est vraiment la seniorité, je pense. Ouais. Moi, ma vision des choses sur la manière dont un designer évolue dans sa vie professionnelle, c'est quand il est junior, on n'attend pas de lui qu'il aille pitcher la position du design ou qu'il aille sortir des KPI qui puissent prouver la valeur du design. En fait, ce qu'on lui demande, c'est déjà de maîtriser son métier, de réussir à comprendre ce qu'il doit faire, de suivre la bonne méthodologie, de ne pas se laisser dépasser, de comprendre la stratégie et l'appliquer, de savoir utiliser notre design system et l'appliquer. Ensuite, un midweight, on va lui demander de former des plus juniors, de comprendre, appliquer et expliquer la stratégie et d'aller voir des opportunités dans des projets et de vraiment leader ces projets seul. Et puis après, un senior, là, on va commencer à rentrer dans un truc qui est plus uniquement du savoir-faire. Et il y a savoir-faire, faire savoir, savoir-être. Donc, le junior, on est sur du savoir-faire. Le midweight, on est du savoir-faire et faire savoir. Le senior, on est sur du savoir-faire, faire savoir et savoir-être. Et après, le lead, on est sur aussi un petit peu de management et de stratégie. Et en tout cas, le head-off, on oublie le faire savoir, c'est plus son travail. Lui, il est complètement sur de la stratégie et du savoir-être et du management. Ok, j'aime beaucoup ce framework. Je crois que je vais définitivement le réutiliser. Un dernier sujet que j'aime beaucoup tacler avec les gens, et je le fais dans tous les épisodes de nos jours, je pense que tu en doutes, c'est l'IA. Ouais. On a parlé un tout petit peu l'utilisation de ChatGPT finalement pour accélérer ta compréhension d'un sujet. Est-ce que tu l'utilises peut-être dans des use cases plus concrets dans ton day-to-day sur, je sais pas, peut-être l'automatisation de Figma ou peut-être d'Insight, faire des analyses ou autre, ou c'est pas encore quelque chose que vous faites ? On l'utilise. Ouais. Moi, je l'utilise à titre perso. Après, l'IA, c'est quand même quelque chose sur lequel je travaille depuis hyper longtemps. Parce que chez Twenga, je travaillais déjà avec des data scientists. À la Société Générale, je travaille sur de l'IA depuis une dizaine d'années. Enfin, les data scientists, ils ont toujours été là. Donc là, ce dont on parle plutôt, c'est l'IA mise au service et à la disposition de tout le monde. Ouais. Donc l'IA visible, parce que de l'IA invisible, on en a depuis des années. L'IA visible, comment on l'utilise ? Moi, je vais l'utiliser à titre personnel, comme je te l'ai dit, pour essayer de comprendre, pour essayer de vulgariser un certain nombre de concepts que j'aurais peut-être du mal à comprendre à un point de vue métier. Parce que là encore, je ne suis pas financière, je ne viens pas du business, je n'ai pas la formation. Bon, même si depuis 10 ans, j'ai un certain nombre de trucs que j'ai commencé à comprendre quand même. Je vais aussi aller l'utiliser pour automatiser un certain nombre de choses. Alors, on a fait des tests avant que je me dise que je pouvais utiliser l'IA. Ça va te faire rire. Il y a 1 an, typiquement, sur nos 3 jours de formation dans l'équipe, j'avais fait un brainstorming sur l'équipe. Et
on s'est amusé à une chose, c'est que j'ai une de mes collègues qui est un petit peu plus éveillée que moi sur l'IA, qui elle a pris mon brainstorming, a fait un prompt, a passé le truc dans notre chat GPT, et en 5 minutes, elle avait des débriefs. Moi, j'ai sorti mon petit fichier Excel, j'ai passé une journée et demie à faire le débrief, à classifier. Bon, au final, sur des petites, mais vraiment des petits points de détail, il y avait quelques variations. Je saurais pas te dire, c'est peut-être mon orgueil qui me fait dire que mon feedback, enfin, mon étude était plus qualitative. Et encore, franchement, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, ça a suffi pour me faire comprendre et pour que je sois sûre que je pouvais utiliser l'IA pour, typiquement, faire de l'étude, enfin, après un benchmark, après un brainstorming ou après un test utilisateur, prendre les données et lui faire le travail, ce travail-là qualitatif où moi je gagne une journée et demie. Ouais, c'est impressionnant. Et tu as mentionné, finalement, ça dit bien sur la dernière question, sur tout ce qui est Gen AI. Tu as mentionné être capable de faire un prompt et avoir un rapport. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous pitchent faire un prompt, faire un site internet, peut-être demain un prompt, un design système. Alors, sans vouloir dire une question piège, quel est, tu penses, comment le rôle finalement du designer ou de l'UX va évoluer ces prochaines années? Car beaucoup de l'opérationnel pourrait être automatisé avec ces technologies, ou par exemple tu n'y crois pas du tout et on a encore des années de faire un truc qualitatif. Non, on fera quelque chose de qualitatif. Après moi, je viens de la génération où moi, mes études, je faisais partie des premiers étudiants qui achetaient un ordinateur. Quand j'ai fait mes études de communication visuelle, j'étais avec les Pantone Tria. Ça parlera sans doute à certains, mais bon, je faisais tout avec des feutres. Et vu que je dessinais comme un pied, j'étais pas très, très, très bonne. Mais bon, je me suis formée au DVD. On sait tous ce qu'est devenu le DVD. Je suis formée au site Flash animé. On sait tous ce que c'est devenu aussi. Je me suis formée aux besoins utilisateurs sur mobile. C'est ce que c'est devenu. Enfin, en tout cas, il y a différentes technologies. Soit on fait un refus d'obstacle et on n'y va pas, mais dans ce cas-là, on n'évolue pas. Soit on se dit que c'est une opportunité et on y va. Moi, je suis passée aussi sur... j'ai fait du Photoshop, du Illustrator, du XD, je suis sur Figma. Tout ça sont des outils. Moi, je considère l'IA comme un outil supplémentaire qui ne va pas obligatoirement venir impacter ma valeur. Mais voilà, vu que c'est l'histoire de ma vie professionnelle et de mon évolution professionnelle, en fait, de m'adapter et d'apprendre et d'évoluer dans le sens de la technologie, je vais pas arrêter. Est-ce que pour autant, je vais trop me former sur l'IA? Non. Est-ce que je vais faire des poussées de stress sur l'IA? Non plus. Je vais juste observer, voir ce qu'il y a de bon à prendre, tester des choses, voir les limites, et puis on verra. Là, en ce moment, il y a tout un vent sur ce que tu disais, tu vois, genre les trucs qui nous permettent de faire une appli comme ça. Ouais. En fait, là encore, c'est quoi la valeur du designer? Est-ce que la valeur du designer, c'est de pondre un prototype? Moi, quand je commence un projet, je préviens toujours, attention, je sais que vous voulez voir des écrans, mais ça représente 20-15% du temps que je passerai avec vous. Alors, je mets les pieds dans le plat dès le départ, mais au moins comme ça, ils savent quel est mon point de vue. Si en tant que designer, on considère que notre valeur ajoutée, c'est de faire des prototypes, effectivement, on a à craindre. Est-ce que l'IA va venir manger le travail du AI? J'y crois pas. Parce que l'IA, c'est pas créatif. L'IA, ça se nourrit. L'IA, c'est très pragmatique. Donc, est-ce que ça va remplacer de la créativité humaine? J'y crois pas trop. Peut-être pour le wireframing, un truc comme ça, mais voilà. Pas forcément pour le petit détail. Mais tu vois, au même titre que quand on a commencé à faire du WordPress, on a eu les mêmes sites partout, les mêmes landing pages partout, etc. C'est ce qui va aussi se produire peut-être avec l'IA, c'est d'avoir le même truc partout. Si une application n'a aucune valeur utilisateur, si on répond à aucune problématique utilisateur, dans tous les cas, on pourra faire une application par l'IA, ça ne sera pas adopté pour autant. Bien sûr.
Donc notre valeur en tant que designer, elle reste très présente. Là où moi je suis inquiète par rapport à l'IA, c'est pour les juniors. Parce que si on commence à faire générer du prototype, ça veut dire qu'il n'y a pas de courbe d'apprentissage sur l'ergonomie. Totalement d'accord. Si on commence à utiliser l'IA pour prompter de la recherche utilisateur sans vraiment s'intéresser aux problématiques de nos utilisateurs, aux personas, etc. Enfin, si on n'apprend pas bien le métier et qu'on pense que l'IA va faire tout le métier, bah, là c'est risqué. Ça nous fait sauter un peu cette première étape parfois qui est un peu mandatory. Moi, je le vois avec mes analystes. Le fait que même des analyses banales, maintenant, c'est un copier-coller de la data dans ChatGPT et ça me sort les 3-4 bullet points pour me résumer mes tableaux. Ils n'ont pas eu l'opportunité de passer par les commandes SQL, toute la réflexion derrière le crunching de la data, qui est comme une fondation importante d'un analyste finalement. Ouais, mais on y reviendra. En fait, c'est une grosse tendance d'apprentissage. En fait, c'est la courbe de Nick Kruger, Ouais. tu sais. Moi, quand j'ai été lancée sur Photoshop, je disais, ouais, je comprends tout, c'est super. Je faisais des trucs qui avaient ni queue ni tête, qui étaient absolument pas intégrables. T'apprends. Enfin, et je suis assez contente, tu vois, par exemple, je parle avec des designers qui ont 4-5 ans d'expérience, qui maîtrisent beaucoup mieux les logiciels que je ne le ferai jamais, mais qui me disent je vais revenir au papier crayon. Enfin, parce que c'est ce que je dis à toutes les personnes que je manage, c'est sors ton papier, sors ton crayon. C'est pas le logiciel qui décide de ce que tu fais, c'est toi qui décides ce que tu fais faire à ton logiciel. Un dernier mot pour la fin. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de qu'est-ce que c'est que l'UX design pour toi? Ce que c'est que l'UX design, c'est hyper vaste. Il y a autant d'approches de l'UX design qu'il y a du UX designer. Alors moi, je vais te donner ma version de l'UX design. L'UX design, à la base, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai jamais assez, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est toujours s'interroger, toujours se remettre en question. C'est se mettre au service de données pragmatiques et de besoins pragmatiques. C'est être curieux pour ceux qui ne le sont pas. Et c'est vraiment think out of the box. Tu vois, c'est être un peu le cool kid du projet qui met tout le monde d'accord, mais qui a suffisamment de connaissances pour pouvoir avoir un point de vue business, un point de vue marketing, un point de vue technique, et qui peut réussir à allier les problématiques techniques avec les besoins utilisateurs et la vision business. Super mot de fin, Marine. Merci beaucoup. Avec plaisir et merci de m'avoir reçu.